Bonjour à tous et bienvenue sur Campus Channel. Aujourd'hui, nous allons parler du concours commun du réseau Sciences Po, les 7 Sciences Po du réseau, Aix-en-Provence, Lille, Lyon, Rennes, Saint-Germain, Strasbourg et Toulouse. Pour nous en parler, j'ai le plaisir d'accueillir le directeur du réseau Sciences Po, qui est également directeur de Sciences Po Rennes, Pablo Diaz, accompagné d'une étudiante, Adèle Bizel, étudiante en 2e année à Sciences Po Strasbourg. Ils sont tous les deux là pour répondre à mes questions. Mais avant cela, Pablo va se prêter à l'exercice du pitch. Le pitch, Pablo, 60 secondes, cette épreuve tant redoutée, 60 secondes pour nous présenter le concours commun, le réseau Sciences Po, à vous de nous dire. Est-ce que vous êtes prêts? Très bien. Eh bien, je vous écoute. Merci. Donc, le réseau des 7 Sciences Po, c'est un réseau qui a rassemblé ses forces, ses équipes pour proposer un concours commun, en fait, aux candidates et candidats sortant du bac ou bac+1, pour passer un concours sélectif, 11 000 candidats par an pour 1140 places, et pour être admis dans un Sciences Po et pouvoir suivre une formation pluridisciplinaire en sciences humaines et sociales sur 5 ans. Donc, c'est un diplôme valant grade de master. Donc accessible à travers un concours avec des épreuves écrites, 3 épreuves écrites le même jour, donc anonymes, les mêmes sujets pour tous, un même jury, donc questions contemporaines, histoire et langue. Donc un concours écrit qui n'est pas un algorithme, voilà, vous êtes classé sur la base de vos notes et du mérite, donc c'est un concours républicain. Nous sommes 7 écoles publiques, cela signifie que nous avons, c'est gratuit pour les boursiers, nous avons en moyenne 30% de boursiers dans les écoles, donc accessible à tous. C'est 5 années d'études, un peu d'excellence, mais qui vous permet de faire 1 an à l'étranger, 1 an de professionnalisation pour avoir un diplôme de grade de master à la fin. Parfait, 60 secondes tout pile. Le timing Sciences Po, on pourrait l'appeler comme ça. Alors, comment intégrer? Quelles sont les astuces pour réussir ce concours à travers les admissions qu'on va y répondre? Vous l'avez dit, Pablo, mais je veux vraiment réinsister sur ce point, parce que moi, c'était une de mes idées en préparant cette interview. C'est les écoles du réseau Sciences Po sont des écoles publiques et pas des écoles privées. Tout à fait. Donc, dans les avantages que ça comporte, quelles sont les conséquences que ce soit une école publique, justement, des écoles publiques? Les conséquences, c'est que notre mission, c'est de permettre à tous les publics d'accéder aux Sciences Po à travers un concours voilà, au mérite républicain, et permettant aux élèves boursiers du secondaire et ensuite du supérieur de pouvoir faire 5 ans d'études gratuitement. Donc ça, c'est l'aspect public, et nous sommes financés par l'État et avec des ressources propres. Et on a une mission de service public pendant 5 ans pour les étudiants. Comment on s'inscrit à ce concours? Est-ce qu'il faut sélectionner une école en particulier? Est-ce qu'on s'inscrit au 7 d'office? Est-ce qu'on doit cocher un nombre d'écoles en fonction du concours qu'on va passer? Dites-nous tout. Donc pour passer le concours commun, c'est un choix sur Parcoursup. Donc parmi les 10, donc vous cochez le réseau SCPO et vous avez les 7 écoles qui composent le réseau SCPO pour un seul choix. Donc ensuite, selon le classement, les notes que vous allez pouvoir choisir parmi les 7 que vous avez choisis, que ce soit Aix, Rennes, etc. Mais c'est un choix sur Parcoursup. On en a parlé, question contemporaine, histoire, langue vivante. Comment tu t'es préparé, toi, Adèle? Est-ce que tu recommandes de passer par des prépas privés? Est-ce que tu as sur le site du réseau SCPO, justement, de quoi te préparer déjà seul de ton côté? Comment on s'y prend? Alors, moi, j'ai commencé la préparation du concours au cours de l'année de terminale. Donc, j'ai suivi la prépa Tremplin, qui est justement labellisée par le réseau SCPO. Et donc, je me suis préparée aux 3 épreuves, donc questions contemporaines, histoire, et moi, j'avais choisi anglais. Et donc, tout au long de l'année, j'avais des cours qui arrivaient sur la plateforme. Et en même temps, après, ce que j'avais fait, et je pense que c'est aussi une bonne idée, c'est d'aller voir mes professeurs d'histoire, de philo, de langue, et leur dire que je préparais le concours. Et il y en a certains qui ont pu m'aider, ça peut être des échanges, des conseils. Et voilà, comme ça, je me suis préparée avec des cours et aussi des ressources un petit peu personnelles à côté. C'est un événement un peu stressant, j'imagine, le passage des écrits. Comment vous les mettez à l'aise, vos étudiants? C'est une date sur laquelle se joue. Alors oui, il y a cette idée de on est tous sur un pied d'égalité, mais il y a aussi la date de la performance. Il faut être bon ce jour-là. Comment on fait pour être sûr que tout le monde soit relativement à l'aise à cette date-là? Ça passe par de l'information. Donc l'émission que nous faisons ce soir, c'est un moyen d'informer les élèves pour qu'ils s'y préparent au mieux. Il y a des journées portes ouvertes des 7 Sciences Po. On fait une journée porte ouverte à 7 en distanciel. Et donc ça passe par de l'information, donner toutes les clés en fait, pour que les élèves réussissent. Nous avons un programme d'études intégrées destiné aux boursiers du secondaire, les 7 Sciences Po. C'est un programme qui offre une plateforme en ligne avec un référent, avec des stages intensifs dans les Sciences Po, qui permet en fait à des élèves qui n'ont pas l'idée de se présenter Sciences Po de pouvoir le présenter dans les meilleures conditions. On l'a dit, à un concours, il n'y a plus de contrôle continu. Il n'y a pas d'oraux non plus. Pourquoi vous avez fait ce choix-là?
En fait, l'année dernière, on avait encore les épreuves de spécialité. Donc cette année, elles ont été repoussées au mois de juin. Donc on ne peut plus les intégrer en fait dans le classement au mois d'avril-mai. Donc on a choisi 3 épreuves. Et on considère en fait que les 3 épreuves anonymes, encore une fois, le même sujet pour tous, le même jour et le même jury, permet vraiment aux élèves de se préparer au thème de questions contemporaines, le corps et l'alimentation cette année. Le programme d'histoire de terminale et la langue, une langue vivante. Ça permet de se préparer et vraiment de performer ce jour-là en fonction de mérite. Donc il n'y a pas de classement sous le contrôle continu, on peut avoir parfois des différences entre lycées, entre régions, et donc on ne voulait pas avoir des éléments un peu qui venaient discriminer de manière un peu subjective. Tu avais quelle spécialité, toi, Adèle? Tu étais quel type d'étudiante? Qu'on se représente un petit peu, voilà, le type de profil, notamment qui réussit. Alors moi, je ne vais pas avoir le profil le plus original parce que comme beaucoup d'étudiants à Sciences Po, j'avais les spécialités SES, donc sciences économiques et sociales, et H2GSP, donc un mélange de géopolitique et sciences politiques. Mais il y a de tous les profils dans les étudiants. Tu as dit tous les profils, tu as même croisé des profils plus scientifiques, par exemple? Oui, bien sûr, il y en a qui ont fait maths physique et qui réussissent très bien dans leurs études. Donc il n'y a pas de nécessité de prendre une spécialisation plus littéraire, c'est pas un concours qui va privilégier des formations plutôt qu'une autre, selon toi? Non, moi je pense pas. Ça va être en fonction des capacités de chacun. De toute façon, je pense que si on présente le concours, c'est qu'on est intéressé par les matières qui sont au concours et dans tous les cas, on va justement être assez à l'aise pour le faire. Alors peut-être que le premier cliché qui a été démoli, c'est l'idée que ce n'est pas une école privée, hein, ce sont des écoles publiques. Hein, j'insiste sur ce point parce que moi-même, j'aurais pu m'y méprendre. Pour le reste, c'est les clichés. Alors voilà, des clichés sur le réseau SCPO, sur les écoles Sciences Po, je pense qu'il y en a beaucoup. On en a tous chacun en tête. Adèle, je vais te laisser commencer. Quel est celui de toi qui te vient à l'esprit? Alors moi, souvent, quand je dis que j'étudie à Sciences Po, et même ce que j'entends autour de moi, ça va être l'image d'un étudiant qui est entré dans une grande école. Souvent, les gens ont cette image d'école très prestigieuse, mais qui, au fond, ne travaille pas beaucoup, n'étudie rien de concret, et juste après a un diplôme très prestigieux. Moi, je trouve que c'est pas du tout vrai. Tu travailles beaucoup? Oui, ça demande beaucoup de travail. C'est une formation où on a beaucoup d'heures de cours par semaine. Donc c'est très exigeant sur même aussi le fond des cours, tout ce qu'on apprend. Donc non, faut pas. Moi, on m'avait souvent dit oh, le plus dur c'est d'y rentrer, après c'est tranquille. Alors oui, c'est dur d'y rentrer, mais c'est aussi dur d'y rester en étant en bonne forme et en suivant correctement ses études. Tu dirais que ça demande quelle quantité de travail à peu près? Alors là, c'est assez compliqué. Je compte pas vraiment, mais moi, ce semestre, par exemple, j'ai 30 heures de cours par semaine, donc c'est déjà un bon planning. C'est déjà une bonne semaine. Oui, c'est ça. Et après, ça va être beaucoup de travaux de groupe aussi, donc c'est des heures qu'il faut caser un petit peu partout dans l'emploi du temps, des heures le soir et beaucoup le week-end aussi à travailler. Donc, travaille à peu près tous les jours. Donc, on n'est pas là, voilà, on n'est pas en vacances. Non. Pablo, quel est votre cliché? Alors, Sciences Po, une école élitiste et hors sol, peut-être. Un entre-soi? Un entre-soi. Et en fait, nous sommes des écoles publiques ouvertes sur le territoire, aux entreprises, au monde socio-économique, ouvertes socialement. On accueille 30% de bourses ouvertes sur le monde. Tout le monde part une année à l'étranger. Une ouverture disciplinaire, on fait de multiples disciplines. Et une ouverture en fait aux enjeux sociétaux et écologiques. Donc c'est une école élitiste hors sol et l'entre-soi, c'est un cliché. Très bien. Alors j'aurais une question à ce sujet, notamment à travers le programme. Est-ce qu'on y étudie maintenant la rubrique du programme? Ça rejoint sûrement ce que vous dites depuis le début de cette émission. Programme de démocratisation du réseau Sciences Po, PEI. De quoi s'agit-il? Comment cela fonctionne pour casser justement cet entre-soi? C'est pas privé, c'est public, c'est pas un entre-soi. Il y a ce programme de démocratisation. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Donc c'est un programme porté par les 7 Sciences Po, les 7 écoles, en relation avec des partenariats avec des collèges et des lycées, avec des référents dans chaque lycée, avec des moniteurs étudiants. Et on suit en fait des élèves qui sont en terminale, 70% de boursiers du secondaire minimum dans chacun des groupes. Et ils ont accès à une plateforme numérique, ils sont suivis par nos étudiants, ils viennent à Sciences Po faire des immersions, ils passent des concours blancs. Donc voilà, on les accompagne et on permet en fait à ces élèves d'avoir une ambition pour l'enseignement supérieur, de ne pas avoir une autocensure par rapport à Sciences Po pour démystifier un petit peu le concours et leur permettre vraiment d'avoir envie d'y aller et de réussir le concours. Donc c'est un programme très ambitieux sur les 7 territoires et à peu près on est sur 350 établissements au niveau français, 7 établissements. Et on dit encordé parce que c'est les cordées de la réussite. On accompagne des élèves, en fait, à peu près 4000 élèves par an à 7 IEP. Donc c'est un programme très important, c'est la plus grande cordée de la réussite en France.
Adèle, on a parlé d'international, Pablo a parlé d'international. Est-ce que, voilà, on pourrait se dire, cette ville française, très française, est-ce que c'est franco-français? Est-ce qu'à l'inverse, c'est une formation qui est ouverte justement à l'international? En étudiant à Strasbourg, je ne peux pas dire que c'est une ville qui est que française, parce que forcément c'est une capitale européenne, on est juste à côté de la frontière allemande. Mais même, je pense, pour toutes les autres villes, on a forcément, comme on l'a dit, la troisième année à l'étranger. Et même, ça va être des étudiants visitants aussi qui viennent de plein d'autres pays du monde qui étudient à nos côtés. On peut aussi faire nos stages à l'étranger si on a envie. Donc dans beaucoup de domaines, on est en contact soit avec des personnes qui viennent de l'étranger, ou soit on peut aussi avoir des expériences dans d'autres pays. Tu sais où tu veux aller déjà pour ta troisième année? Alors j'ai eu les résultats la semaine dernière, donc oui, justement, je pars à Dresde en Allemagne. D'accord, et pourquoi ce choix? Je voulais continuer à apprendre l'allemand et comme je me destine, peut-être qu'on y reviendra plus tard, mais j'aimerais bien travailler dans les affaires européennes. Voilà, je pense que c'est pas mal de mieux connaître ce pays important quand même en Europe qu'est l'Allemagne. Il est plutôt important en Europe, c'est vrai, je le concède. Quelle synergie académique existe entre les 7 écoles du réseau? Voilà, quel intérêt justement d'appartenir à ce grand réseau, cette grande famille? Le concours commun, leur permettre à un élève de passer le concours à Rennes, par exemple, et de pouvoir cocher Aix, Lyon, Strasbourg, Toulouse. Auparavant, il y a 10 ans, on faisait le tour de France. Et on s'inscrivait, il y avait 7 droits d'inscription, voire 9 avec Grenoble et Bordeaux. Donc déjà, c'est de la démocratisation, un seul lieu, près de chez soi, et on coche les 7 IEP. Donc ça, c'est notre force, voilà, notre ciment du réseau. Ensuite, le programme d'études intégrées, c'est depuis plus de 10 ans, on mène cette politique de démocratisation, d'égalité des chances qui nous unit. Ensuite, nous avons une mutualisation également des parcours de 5e année. On peut accéder à plus d'une centaine de parcours de Master 2 en 5e année où on peut circuler entre les Sciences Po. Donc ça, on partage les spécialisations en fait, entre nous. Et également, on a un campus numérique en fait, également accessible en langue étrangère. Et l'année prochaine, on aura un campus numérique sur les transitions. On va partager voilà, des podcasts, des émissions, des cours sur la question des transitions écologiques, biodiversité, environnementale. On parle beaucoup de pluridisciplinarité. Est-ce que tu peux nous faire comme ça un petit échantillon des matières que tu étudies, qu'on comprenne ce que ça veut dire, parce que c'est un grand mot qui couvre beaucoup ou pas grand-chose. Donc concrètement, qu'est-ce que ça veut dire pluridisciplinarité? Tu m'as parlé de 30 heures de cours, une semaine, ton emploi du temps, ça ressemble à quoi? Je vais parler donc, pour Strasbourg. On a un bloc de matières fondamentales qui va être l'histoire, l'économie, les sciences politiques et le droit. Et donc ça va se décliner en histoire selon les époques. Le droit, on va avoir différents types de droit, droit public, droit pénal, droit de l'Union. À côté de ça, on a des langues étrangères. On peut avoir anglais, allemand, italien, même russe, japonais. Et on a aussi des cours de recherche en sciences sociales. Donc là, par exemple, cette année, moi, je dois mener un entretien en sociologie du sport. Donc on doit aller enquêter, faire des questionnaires et aller chercher des personnes pour construire notre mémoire. Et ça peut aussi être des cours optionnels, un petit peu plus précis. Par exemple, moi, je suis un cours sur les libertés publiques et les droits de l'homme. Donc ça permet de commencer à avoir une spécialisation, et choisir des cours qui peuvent nous intéresser un petit peu plus. Tu parlais dans les clichés de se dire, voilà, on a cette image de Sciences Po, on ne travaille pas. Bon, là, on a largement démontré que ce n'était pas le cas, avec toutes les matières que tu as citées, ne serait-ce que de les étudier, ça prend du temps. Est-ce que tu as constaté une différence entre tes préjugés ou tes attentes et la réalité? Ça peut être des différences positives ou des différences négatives, bien sûr, mais de dire, voilà, il y a le moment où je souhaitais intégrer Sciences Po Strasbourg pour toi, et le moment où j'y suis. Est-ce que tu as noté des différences? Alors que dans le contenu des matières Ça peut être plus large que ça, vraiment, voilà. Est-ce que peut-être des choses auxquelles tu ne t'attendais pas? Je ne pensais pas que ce serait autant, aussi. Alors, concernant les matières, il y a quand même le niveau d'exigence qui est là. C'est vrai qu'il y a peut-être un petit peu la pression au début. On se dit, là, c'est par exemple quand c'est le premier oral, le premier exposé qu'on fait, on se dit, on ne peut pas se rater. Mais après, j'étais aussi agréablement surprise de voir que, en fait, les programmes sont adaptés quand même. En arrivant avec nos connaissances de lycée, on peut très bien s'en sortir. Il n'y a pas une marche infranchissable en arrivant. Et voilà, on avait déjà des connaissances et on pouvait tous très bien suivre les cours. Donc j'étais agréablement surprise de voir que voilà, je comprenais, j'avais déjà des notions. C'est quand même plutôt rassurant de voir que les programmes sont bien construits après le lycée. Et puis que ce que tu as appris ne te sert pas à rien aussi, et que te permet de continuer dans sa scolarité. Est-ce qu'il existe des possibilités de double diplôme? Tout à fait. Donc selon les Sciences Po, on a des partenariats internationaux, donc ça peut être un double diplôme voilà, franco-britannique, franco-espagnol, franco-allemand.
Et également, on a des doubles diplômes avec d'autres écoles, écoles de journalisme, avec des écoles d'ingénieurs également. Donc, les Sciences Po en général, depuis quelques années, on essaie d'expérimenter ce caractère interdisciplinaire au-delà des sciences humaines et sociales. C'est-à-dire s'ouvrir à d'autres disciplines qu'on ne possède pas, pour avoir une complémentarité de la formation. Et donc, on travaille à 7 à ouvrir un peu les perspectives à nos étudiants, notamment de pouvoir inclure un peu plus de culture scientifique dans nos cursus pour bien comprendre les enjeux en fait, climatiques et environnementaux qui s'annoncent. C'est la même procédure d'inscription? C'est une procédure différente pour les doubles diplômes qu'on vient de parler? À chaque fois, il y a des concours. Et on peut également intégrer des doubles cursus lorsqu'on est rentré à Sciences Po déjà. Et ensuite, on dit, voilà, on vous propose un double diplôme, par exemple, avec l'Allemagne, ou un double diplôme avec une école d'ingénieurs. Ou sinon, c'est sur Parcoursup. On peut avoir parfois des doubles diplômes qui sont accessibles au Parcoursup à côté en fait, du concours commun. Donc, il y a différentes modalités possibles. À la fin de ces 5 ans, quelles sont les qualités morales et académiques que vos étudiants auront développées? Moi, je pense que c'est une capacité d'adaptation phénoménale. C'est-à-dire pouvoir être dans un environnement et trouver le bon positionnement, le bon discernement, être une interface médiateur, un peu facilitateur entre plusieurs parties prenantes. C'est vraiment une des caractéristiques fortes de nos étudiants, quel que soit le métier. Une capacité à comprendre le monde dans sa complexité. C'est-à-dire que le caractère pluridisciplinaire permet d'avoir la vision juridique, économique, politique, historique. Et donc ne jamais être simpliste dans son raisonnement par rapport à une complexité du réel. Et donc ça, c'est vraiment, je pense, les compétences majeures de nos étudiants. Et ensuite, une spécialité qui va leur donner un plus pour pouvoir justement être dans la finance, le journalisme, dans la politique, etc. Mais c'est vraiment une capacité d'adaptation et de voir la complexité du monde vraiment de manière pluridisciplinaire pour la comprendre dans son ensemble. On a beaucoup parlé boulot. Est-ce qu'on sait faire la fête aussi à Sciences Po? Oui, ça, il n'y a pas de souci. Parce que je ne sais pas si ça fera l'objet d'une autre question, mais parce qu'il y a beaucoup d'associations à Sciences Po. Donc forcément, il y a de tout, mais il n'y a pas que des assos qui organisent des soirées. Il y a vraiment de tout. Alors oui, il y aura des soirées pour des occasions particulières. Je pense par exemple, nous, on a le concert du BDA, le Bureau des Arts, au moment de Noël. Et ça rassemble plein d'associations. On a aussi des associations d'art oratoire qui vont proposer des conférences. Moi, je fais partie d'une association, l'association Arc-en-Ciel, qui fait plutôt des conférences sur le thème du féminisme. Donc il y a vraiment divers thèmes, et c'est pas que la fête non plus. Je me doute, mais on sait aussi s'amuser. Oui, bien sûr. Ça, je voulais dire, il y a aussi des associations, une vie étudiante riche. Oui, ça c'est sûr. On ne va pas faire que travailler. Maintenant que tu nous as convaincus qu'on ne faisait pas que travailler, on se demande est-ce qu'on sait aussi s'amuser. C'est ça, c'est le contre-coup. Bon, maintenant qu'on a parlé depuis à peu près une vingtaine de minutes, par moment une image vaut mieux qu'un long discours, c'est l'heure du qui suis-je. Le qui suis-je, 3 personnalités que je vais vous présenter. Vous allez devoir me dire laquelle, selon vous, représente le mieux le réseau, les écoles du réseau. On commence par la droite, Gisèle Halimi. Je vous dirai pourquoi je les ai choisis, ce n'est pas un hasard. Personne n'a été pris au hasard, vous allez comprendre. Gisèle Halimi, c'était une avocate militante féministe, femme politique franco-tunisienne. Elle a milité pour la dépénalisation de l'avortement en France, sujet d'actualité. Une des fondatrices du mouvement Choisir la cause pour des femmes. Elle a fait plein de choses, attention, je ne la résume pas à ça. Comme tu parlais de féminisme, en plus de ça, elle a également été une voix influente dans la lutte pour l'égalité des sexes dans le domaine juridique. Gisèle Halimi, à droite. Au centre, Charlie Chaplin. Charlie Chaplin, acteur, réalisateur, producteur, scénariste et compositeur. Il était également un innovateur dans l'industrie cinématographique et contribuait au développement de la narration visuelle et de la comédie burlesque. Voilà, donc aussi un personnage haut en couleur, peut-être un précurseur aussi. Et il a été le fervent défenseur des droits des travailleurs et un critique de la société de son époque. Ça rejoint ce qu'on se disait. Et puis enfin, tout à gauche, très connu également, Romain Gary. C'est un homme qui a vraiment beaucoup de facettes. Il était diplomate, écrivain, résistant. Il a gagné 2 prix Goncourt sous 2 noms différents. Et alors, la raison pour laquelle j'aurais choisi, c'est parce qu'il y a cette notion de pluridisciplinarité qu'on retrouve chez Gary. Chez Charlie Chaplin, peut-être la bonne humeur. On peut parler de savoir s'amuser. Et puis Gisèle Halimi, c'est cette dimension internationale. Et surtout, c'est que vous donnez des noms à vos promotions à Sciences Po, dans les différents Sciences Po. Et c'était des noms de personnalités qui avaient été choisis pour représenter certaines promotions. Ça, ce sont mes explications, mais le plus intéressant, ce sont les vôtres. Adèle, lequel choisis-tu? Alors moi, je vais choisir Gisèle Halimi, parce que comme je l'ai dit, je fais partie d'une association féministe et c'est vraiment une cause qui me tient à cœur. Et voilà, je trouve que ces combats étaient très importants, et le sont toujours, donc c'est plutôt vers cette personne que je me pencherai. Merci. Pablo, par qui êtes-vous inspiré? Moi, j'aurais dit le même nom, la D'accord. même personne, qui est très inspirante, qui a porté des combats à une époque où c'était pas simple. Et je pense que nos étudiantes et étudiants portent des combats
crée des nouvelles espérances, interroge le monde. Et je pense que c'était une femme qui interrogeait, qui a bousculé, qui a porté des convictions de manière constante, toujours avec tolérance. Et je pense que ça caractérise bien nos générations étudiantes. Voilà. Ça reprend les valeurs morales de vos étudiants aussi dont on parlait dans la question précédente. Alors maintenant, une fois qu'on est diplômé, que fait-on, hein? C'est la grande question, à travers et après. Une fois diplômé, Pablo, c'est un réseau pour tous et tous pour un réseau? Ou c'est chacun pour soi? C'est une formation, un modèle très, très semblable, pluridisciplinaire, qui permet d'accéder en fait à des formations d'excellence en 5e année. Et encore une fois, je disais tout à l'heure qu'on pouvait circuler entre les Sciences Po, c'est-à-dire qu'on se reconnaît les 4 premières années faites dans les autres IEP. Donc c'est un modèle, voilà, qu'on est sûr de la formation, des compétences acquises. Et donc on peut accéder à des différents types d'activités, de métiers. Lorsqu'on me pose une question aux journées portes ouvertes, les parents, mais que fait-on après Sciences Po? J'ai beaucoup de mal à répondre parce qu'en fait, il y a une multitude de métiers qui sont exercés par nos étudiants. Ce que je peux dire, c'est qu'il y a une insertion professionnelle très importante, très rapide. Donc aujourd'hui, on développe l'alternance et on a les chiffres en fait d'insertion sont 65% de nos élèves qui font de l'alternance sont embauchés avant l'obtention du diplôme et on est à 98% au bout des 3 mois. Mais dans des métiers très différents, 65% travaillent dans le privé, y compris l'associatif, voilà, 35% dans le public. Donc on trouve l'avocature, on peut devenir Premier ministre, on peut travailler dans l'entreprise, on peut partir à l'international en coopération, et vraiment on peut être magistrat, donc vraiment une multitude de métiers et par conséquent des parcours qui proposent ces spécialisations de manière très importante entre les 7 Sciences Po. C'était une de mes questions, à part ministre ou président, que devient-on? Maintenant j'ai la réponse. Voilà. Pour quelle raison le président du réseau Sciences Po, des concours communs du réseau Sciences Po, change chaque année? C'est une manière d'être dans le collaboratif, voilà, que chaque directeur devient président du réseau et apporte sa spécificité, ses projets, et avec toujours le souci d'embarquer le collectif, de proposer de nouvelles choses. Et je trouve que c'est très bien que la fonction de président change. On voit les choses différemment, proposer de nouvelles choses, c'est une richesse. Si on a la chance d'être admis dans les 7 Sciences Po, vous conseillez d'aller à Rennes? Je pense que là, en tant que président du réseau, je conseille à tous les élèves de passer le concours et quel que soit le résultat, quel que soit le Sciences Po où ils sont admis, c'est un excellent Sciences Po. Parce qu'on a 11 000 candidats, 1140 places. Parmi les 1140 étudiants qui sont admis, c'est des très bons étudiants. Donc en fait, qu'ils aillent à Toulouse, à Rennes, à Strasbourg, en fait, on a une très belle institution qui va les accompagner. Peut-être dire que la spécificité de nos écoles, c'est d'accompagner, de prendre le temps d'apprendre à apprendre à nos étudiants et d'accompagner nos étudiants avec de sérénité et leur incertitude pendant 4 ans et se spécialiser vraiment en 5e année. Donc ça, c'est une des forces du modèle, c'est vous laisser le temps de vous spécialiser tout en apprenant. Et je pense que toutes les écoles offrent cette possibilité. Comment tu as fait ton choix, toi? Alors moi, il faut savoir que j'avais le choix avec justement tous les Sciences Po. Donc, tu avais la chance d'avoir les 7. Oui, c'est ça. Après, j'ai pas beaucoup hésité parce que en fait, je viens de près de Rennes, donc la logique aurait voulu que j'aille à Rennes. Souvent, c'est ce que pas mal de personnes font, ils prennent le plus près et ça se comprend. Partir à l'autre bout. Oui, c'est ça, j'ai traversé la France parce que j'étais déjà attirée par les affaires européennes et Strasbourg, capitale européenne, je trouvais ça pertinent. Si j'avais la chance de choisir ce lieu d'études et je regrette pas. Voilà. Donc aujourd'hui, toi, tu sais ce que tu veux faire, hein? C'est assez tracé ou j'ai une idée du domaine. Après, ça reste très vague, les affaires européennes, parce que ça peut toujours s'exercer dans le public, dans le privé, dans l'associatif, dans plein de domaines différents. Mais voilà, je sais que ça tournera quand même autour de la coopération européenne. Après, c'est assez large. Et est-ce que tu es aidé dans ta scolarité pour justement affiner ce projet? Est-ce qu'il y a des ateliers qui sont prévus pour vous aiguiller vers... Bon, en l'occurrence, tu as quand même déjà un spectre assez restreint, mais peut-être qu'il y a d'autres personnes, pour tes amis, qui ont une idée moins précise que la tienne. Il y a des ateliers mis en place pour vous aider? Oui, donc justement, nous à Strasbourg, on a des ateliers qui nous permettent en plus d'avoir un système de points et de valider comme ça un système de points pour passer en 4e année. Et ça va être des petits ateliers sur comment faire un CV, une lettre de motivation, des choses un petit peu plus formelles, et en même temps sur comment trouver ta voie en fait, dans son milieu professionnel, comment trouver un stage. Et donc voilà, c'est un mélange d'ateliers, de conférences qui vont nous faire découvrir aussi beaucoup de domaines, beaucoup de personnalités et des métiers qu'on ne connaissait pas forcément avant. Et après, ça va être à nous de le poursuivre avec les stages qu'on veut faire ou les emplois. Donc c'est un mélange de ces 3 choses-là. Quelle différence tu as constatée entre l'étudiante, la personne, pas que l'étudiante, mais la personne que tu étais au moment d'intégrer,
et maintenant? Alors là, question un peu compliquée. Sur le plan plus scolaire, je pense que j'ai vraiment appris à travailler et à m'organiser parce que, alors au lycée, oui, on travaille bien sûr, mais en fait, c'est pas du tout la même charge de travail. C'est là qu'on se rend compte que ce qu'on pensait être beaucoup, c'est pas grand-chose. Et donc voilà, c'est gagner en efficacité et voilà, être capable de jongler entre les différentes matières, les différentes choses qu'on nous demande et voilà. Alors ça, c'est sur un plan académique et sur un plan personnel. Personnel, alors dans mon cas, ça va être apprendre à vivre seul à l'autre bout de la France quand même, ce qui n'est pas simple. Et ça, en fait, ça fait deux choses à gérer. Découvrir le monde des études et en même temps découvrir ce que c'est de vivre seul, s'organiser aussi sur un plan personnel. Ça regroupe beaucoup de choses et ça peut être très compliqué pour certains. Donc c'est quelque chose aussi qu'il faut prendre en compte. Mais oui, je pense que j'ai bien réussi. Donc ça t'a donné confiance en toi. Oui, c'est ça. C'est aussi, est-ce qu'il y a des accompagnements qui sont prévus justement pour ces changements peut-être se passer moins en douceur que pour celui d'Adèle? Oui, dans chaque Sciences Po, il y a différentes modalités des ateliers. On a ce qu'on appelle des moniteurs solidaires également à Rennes qui viennent accompagner les deuxièmes années qui accompagnent les premières années sur les matières. Voilà, donc on a différents dispositifs d'accompagnement lorsqu'on va partir à l'étranger. Là également, c'est un moment très important où toute une promotion part à l'étranger, donc à peu près 240 étudiants en moyenne qui partent de manière obligatoire. Donc c'est à la fois un changement pour l'élève, mais c'est également un changement pour les parents parce que les élèves ont en moyenne 20 ans et ils partent un an à l'étranger. Donc on accompagne avec des ateliers, des réunions, des anciens qui viennent témoigner. Et ça, on est des écoles à taille humaine, c'est en moyenne 1800 étudiants. Donc on va dire qu'on connaît quasiment tous les élèves. Il y a des conférences de méthode également qui sont des modalités d'enseignement avec des groupes de 22 étudiants maximum, où il y a une proximité avec l'enseignant. Donc voilà, l'accompagnement se fait grâce à la proximité également. Et donc ça, c'est très important. Et vous accompagnez autant les parents que les étudiants de ce qu'on comprend quand ils laissent partir. C'est-à-dire qu'on essaie de les accompagner, on les laisse un peu à distance également les parents, mais on peut bien sûr, il y a des messages qui passent pour leur dire que l'institution est là pour accompagner leurs enfants en fait, à l'étranger, à travers des systèmes de bourse, de financement. Également, on a des partenariats avec des universités, voilà, des lieux de stage qui garantissent la sécurité et également le niveau également des études et des stages qui sont faits à l'étranger. Donc c'est une manière de les accompagner de manière, la meilleure manière possible. Il nous reste encore 2 minutes avant de conclure, c'est l'heure du temps additionnel. Deux minutes pour conclure, c'est l'occasion peut-être de renforcer un point. Voilà, on a beaucoup de travail à Sciences Po, je tiens à vous le dire. Ou ça peut être aussi l'occasion peut-être de mentionner un élément qu'on n'a pas encore cité, ou peut-être simplement une chose à retenir avant de conclure. Adèle, quelle serait ta conclusion? Alors déjà, oui, on a beaucoup de travail, mais j'aimerais réinsister sur le fait qu'il n'y a pas que ça, parce que c'est vrai que ça peut faire peur à certains. Nous, il y aura aussi plein de moyens de vous amuser, de sortir et de découvrir d'autres personnes. Mais non, sinon, j'aimerais revenir sur... déjà, j'espère qu'on a fait connaître l'école et le concours à plusieurs personnes, parce que moi, j'ai mis 8 ans à le connaître. J'ai connu ça en première, donc c'est relativement assez tard. Et donc, si on a fait découvrir le concours à certaines personnes, vraiment, il ne faut pas oser à préparer faut pas hésiter, pardon. Faut oser, faut oser à préparer le concours. Parce que moi, j'ai un peu hésité quand même. Je me disais, est-ce que je le prépare pendant l'année de terminale ou est-ce que ça fera trop? Comme on peut le tenter 2 fois, moi, je conseille vraiment de se lancer pendant l'année de terminale et si besoin, de le repasser après à Bac+1. Mais vraiment, il faut y aller, il faut essayer de se faire confiance et pas se comparer aux autres et se dire qu'on peut le faire. Merci Adèle, le message est entendu pour ceux qui hésitent. Pablo. Alors, je pense, faire Sciences Po, il ne faut pas hésiter, il faut y aller, il faut se faire accompagner, je pense, en classe de première et terminale, avec une prépa intégrée dans le lycée ou avec le PEI, tremplin, mais en tout cas, vous faire accompagner pour réussir. Il faut croire en vous, si vous êtes curieux, si vous êtes intéressé par les choses du monde, de comprendre la complexité du monde. Sciences Po est une bonne formation. Si vous avez une hésitation sur votre profil professionnel, le métier que vous allez exercer, mais vous êtes un très bon élève, vous pouvez faire Sciences Po, on vous laisse le temps, encore une fois, comme je disais tout à l'heure, de cheminer tranquillement, de prendre le temps de vous trouver, de vous connaître, en partant à l'étranger, en faisant également une année en fait, d'immersion professionnelle. On peut faire une année de stage pendant les 5 ans, une année à l'étranger. Donc on vous laisse vraiment le temps d'apprendre à apprendre et le temps en fait, de traîner votre incertitude avec sérénité. Et ça, c'est très important. Et je pense qu'on a aujourd'hui, au niveau des résultats en fait, du concours, 65% des élèves qui sont bacheliers de l'année. Et pas Bac+5 comme c'était le cas il y a quelques années. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un bachelier de l'année peut réussir le concours s'il s'est préparé. Donc c'est accessible. On a à peu près 70% d'étudiantes ou de candidats qui réussissent le concours. Donc c'est un public relativement féminin. Et encore une fois, nos Sciences Po sont ensemble, travaillent ensemble. Il y a un président, une présidence tournante.
Et on a vraiment le souci, nous les Sciences Po, de pouvoir offrir une formation qui soit à la hauteur des enjeux qui s'annoncent pour la jeunesse. C'est-à-dire que c'est une formation qui doit leur permettre d'avoir une boîte à outils, qui leur permet de décrypter, analyser la complexité du monde, de devenir acteurs de demain, devenir des citoyens de demain. Et Sciences Po, voilà, leur offre en fait cette opportunité-là pour justement contribuer en fait au changement qui s'annonce. Et ça, Sciences Po est la garantie de pouvoir y parvenir. Merci Pablo, merci Adèle. Vous l'aurez compris, ce ne sont pas des écoles privées, ce sont des écoles publiques, ce n'est pas un entre-soi. Ça aussi, c'est important de le mentionner. Vous ne deviendrez pas que président ou Premier ministre en intégrant ces écoles-là. Et comme vous l'invite à le faire Pablo et Adèle, il faut foncer, il faut hésiter et se faire confiance. Merci d'avoir regardé Campus Channel, je vous dis à très bientôt.